makwiri munzila ya mujata bena akimbwani kuba Kongo yeba Kongo yeri nipeo shituiri kulonde usukini kubanda Kongo rimwangane mukondora chiwisa mvumbi za tuti katufuta ndizatila ye wena makutuka we makututongore ani musamuya Bonjour peuple congolais, nous sommes le 30 juin 2020, ici c'est Thé Congo, le Congo de thé travailleurs, le Congo de thé technocrate, le Congo de thé tranquillité, le Congo de thé transfert. Chers compatriotes, nous avons dans les vidéos précédentes défini les 3 angles qui déterminent notre combat. Nous sommes là dans le triangle de Gilbert. Au premier angle, nous avons défini notre objectif, celui de faire partie M. Denis Sassou Nguesso. Alors de ce point de vue, nous n'avons pas besoin de faire une étude spécifique puisque tous les Congolais sont unanimes que M. Denis Sassou Nguesso doit partir. Deuxième angle, ce sont les résultats. Les résultats, c'est ce que les Congolais espèrent voir de leur pays. C'est ce que les Congolais attendent des politiques qui doivent être réalisées. Ce que les Congolais espèrent que cela se concrétise dans le pays. Donc parmi ces résultats, on peut citer les Congolais, ils veulent voir la libération de leur pays. Ils veulent que la démocratie soit encore rétablie. Ils veulent qu'au pays, qu'il soit mis un vrai pouvoir législatif, un vrai pouvoir exécutif et un vrai pouvoir judiciaire. Qu'il faut redéfinir l'armée et qu'il faut restaurer l'État congolais. Bref, autant de moyens, autant de résultats que les Congolais espèrent revoir. Alors, nous avons constaté qu'il y a beaucoup des organismes, ou bien il y a beaucoup des assises, ou beaucoup de forums, ou des tables rondes qui sont organisés, surtout au niveau de Paris, qui ont déjà fait l'analyse sur ces résultats. Donc, nous avons estimé qu'il était inutile de revenir là-dessus. Troisième angle, ce sont des moyens. Les moyens, ce sont des outils que les Congolais se sont dotés pour atteindre l'objectif qu'on connaît, faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, et réaliser les résultats qu'on espère. Parmi les moyens, les Congolais se sont dotés
Ils disent qu'on peut faire la manifestation de la rue, qu'on peut aussi faire un coup d'État, qu'on peut aussi faire des grèves. Ils disent aussi qu'on peut passer par le dialogue national inclusif ou alors participer aux élections présidentielles de 2021 avec un candidat unique ou alors avec un candidat indépendant. Ils suggèrent aussi la conférence nationale bis, mais aussi la conférence internationale. Voilà autant de moyens qui sont jusque-là déterminés. Alors, ces moyens, nous sommes appelés à aller les décrypter, à aller les étudier. C'est pour cette raison, nous avons déjà commencé avec la manifestation de la rue. Concernant la manifestation de la rue, nous avons dit que ce moyen, il est efficace, mais il n'est pas efficient. Et donc nous l'avons démontré à travers le logigramme que nous avons mis à votre disposition. Que la manifestation constitue pour la diaspora une arme active, une arme énergétique. Les diasporas doivent toujours exercer les manifestations, tant bien que les effets de la manifestation sont à moyen et long terme. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre moyen, suggéré toujours par les Congolais et les Congolaises. Il s'agit du coup d'État. Et donc on se pose la question, pour réaliser notre objectif et atteindre nos résultats, peut-on compter avec ce moyen, celui qu'on appelle un coup d'État? Alors pour répondre à cette question, nous allons analyser ce moyen au point où nous allons étudier son efficacité et l'efficience. Pour cela, nous allons examiner certains points. D'abord, l'incursion de l'armée dans le pôle. Et on va se poser la question, est-ce que l'armée congolaise est-elle au secours du peuple? Nous allons aussi analyser l'historique des coups d'État, c'est-à-dire des différentes tentatives de coups d'État ou même des coups d'État qui ont été réalisés dans le pays depuis l'indépendance. Nous allons aussi prendre en compte les témoignages de deux généraux sur l'état des FAC, des forces armées congolaises. Donc, il y aura le témoignage du général Jean-Marie Michel Mokoko et celui du général Emmanuel Ngolondele Mongo. Et enfin, nous allons vous présenter l'organigramme de l'évaluation des FAC. Donc, c'est ça qui va constituer notre logigramme. Voilà, peuple congolais, ce qui va constituer le fond de notre vidéo. Peuple congolais. Le mal congolais a un nom. C'est M. Denis Sassou Nguesso et son système. Ils sont incapables de diriger le pays, qui compte à peine quelques millions d'âmes. Ils préfèrent parader dans les berlines de luxe, s'offrir des villas à l'étranger, empiler et compiler des maîtresses au point d'avoir une progéniture qui sera le seul legs qu'il compte laisser à la nation congolaise. Malheureusement, et ça on doit se le dire, ce legs sera détruit dès la première heure de la chute de ce mal. Parce qu'après tout, ce n'est qu'un mal.
Nous allons maintenant vous parler de l'armée dans le pôle. Les récentes turpides dans le pôle ne sont qu'un éternel recommencement. Et nous savons tous que la ficelle est grosse pour nous laisser émouvoir par ce genre d'ineptie. Ils usent toujours des mêmes méthodes pour terroriser cette comté de la République, dépourvue de tout pour donner l'impression d'asseoir leur supposée suprématie, à vaincre sans péril, l'en triomphe sans gloire. Mais est-ce logique de faire la guerre à une partie de la nation, du seul fait d'être du pôle, du seul fait d'être lari, du seul fait de ne pas partager les mêmes convictions politiques? Non, nous aurions tort de sous-estimer la bêtise humaine, peuple congolais. Alors, M. Denis Sassou Nguesso, sentant le vent tourner, qui en est la cause des misères et des assassinats au Congo, sort encore une fois de plus son armada de mercenaires. Il est encore allé payer le matériel pour une fois de plus terroriser le peuple du pôle, sous des fallacieux prétextes de coup d'État. Mais il est important de dire à M. Denis Sassou Nguesso qu'il doit comprendre que le pôle est comme le roseau qui se plie mais ne rend pas. Sassou et son système, bien sûr, doivent savoir que nous ne cesserons de le dire, que le ressortissant du pôle n'existe pas qu'au Congo-Brazzaville, mais aussi en dehors. Donc il serait difficile de tous les exterminer dans les différents coins du globe dans lesquels ils se trouvent. Tel un phénix, un challenge, le pôle renaîtra toujours de ses cendres. Il faut que ça, M. Sassou Nguesso le sache. Que cela soit entendu et compris à tous ces prestidigitateurs. Il faut qu'il le sache, M. Denis Sassou Nguesso. Certains de vos généraux, qui n'ont jamais d'ailleurs même mené une bataille navale, ont avoué publiquement avoir tué dans le pôle et que le ciel n'est pas tombé. Mais M. Sassou doit savoir, à défaut que le ciel ne tombe sur vous, la terre du pôle finira par vous engloutir. Car les crimes effectués et le sang versé dans cette région continuent jusqu'aujourd'hui à crier. Et aussi, il faut retenir que ces actes sont imprescriptibles, ce qui revient à dire que chacun devra répondre un jour à l'autre devant le peuple congolais. À Brazzaville, le soulèvement populaire tant attendu n'a pas eu lieu. Selon les commentateurs de la politique congolaise, seul un coup de force militaire ou un coup d'État pourrait venir au bout des 40 années de régime de Denis Sassou Nguesso. Par le passé, nombreux sont ceux qui ont essayé. Jamais, dans l'histoire de notre pays, un homme n'a tant cristallisé sur sa personne une haine incommensurable. Sassou Nguesso est le problème du Congo-Brazzaville. Et il n'en peut être la solution. Aux grands mots, les grands remèdes. Alors, il faut taper un coup fort. Peut-être un coup d'État. Un coup d'État serait peut-être le moyen salutaire pour sauver le Congo du marasme dans lequel l'a plongé M. Denis Sassou Nguesso. Mais peuple congolais, il y a une question qui me vient à l'esprit.
l'armée congolaise? Est-elle vraiment au secours du peuple? Alors une question à laquelle nous avons largement expliqué dans la vidéo sur l'armée. Quand nous avons parlé de l'armée, cette question nous l'avons exploitée, nous l'avons détaillée. Mais elle nous revient encore. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler d'un coup d'État. Nous sommes en train d'analyser le moyen qu'on appelle un coup d'État. Alors on ne peut pas parler d'un coup d'État sans donc voir l'armée. La violence ne garantit pas le succès. Ça, c'est un fait. Dans la plupart des cas, la dictature est mieux équipée pour le combat violent et les réalités militaires sont rarement, sinon jamais en faveur du peuple, des diasporas et de la démocratie, à quelques exceptions près. Les forces démocratiques que nous sommes devront informer quelques groupuscules des groupes de M. Denis Sassou Nguesso que la lutte pour la libération du pays sera vigoureuse, déterminée et durable. Le message que nous faisons parvenir, c'est que ces groupuscules de troupes de M. Denis Sassou Nguesso doivent savoir que la lutte sera destinée à miner, à anéantir la dictature, mais qu'elle n'est pas orientée contre elle. Ces efforts visent à saper à la longue le moral des troupes de M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, et à subvenir à leur loyauté et leur obéissance pour les faire adhérer à la lutte démocratique, à la lutte pacifique et à la lutte républicaine que nous sommes en train de faire. Un coup d'État ne corrige guère les déséquilibres de relations de pouvoir entre le peuple et les dirigeants. Les officiers sympathisants peuvent jouer un rôle vital dans la lutte démocratique, dans la lutte pacifique et dans la lutte républicaine, comme répandre la désaffection et le non-coopération parmi les forces militaires, encourager des inefficacités délibérées et soutenir la décision d'ignorer discrètement les ordres et de refuser de poursuivre la répression. Voilà le comportement ou bien l'attitude que ces troupes devraient avoir. Peuple congolais. Nous allons maintenant vous parler des différents coups d'État qu'a connu notre pays depuis l'indépendance pour pouvoir comprendre. Depuis longtemps, le poids de l'armée en Afrique n'avait cessé de s'accroître, car les différents régimes ont politisé l'armée et ont fait d'elle un moyen pour accéder au pouvoir. Et le Congo, notre pays, n'a pas fait exception à cette logique. Le 8 mars 1964, sous la conduite de Bernard Kolela, un ancien dirigeant de la jeunesse de l'UDDIA, les partisans de l'ancien président Yulu organisent une marche en direction de la prison en vue de la libération des résistants incarcérés. Parti du quartier de Bakongo, la manifestation est arrêtée à l'entrée de la ville administrative par une colonne de gendarmes et quelques militants du MNR. Bernard Kolela, arrêté, va commencer alors une vie d'errance entrecoupée de séjours en prison pour avoir commis des coups d'État réels et fictifs. Février 1965, corrompu, complot contre Congo-Brazzaville. S'appuyant sur les déclarations qui auraient été faites par le président Modibo Keïta du Mali, les journaux soviétiques et du
nationaliste de Dar es Salaam du 27 janvier 1965, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Pascal Lissouba, va alors dénoncer sur les antennes de la Voix de la Révolution congolaise le complot qui serait ourdi dans certains milieux européens et africains contre le gouvernement du Congo-Brazzaville. Un complot qui aurait coûté la vie à Joseph Poabou, Lazare Matsokota et Anselme Masweme. Le 17 juin 1965, il va y avoir le procès des trafiquants d'armes. Après le procès des dirigeants de l'ancien régime, le tribunal populaire a aussi ouvert ceux des trafiquants d'armes de guerre et de ressortissants des événements du 7 février 1964. Ce procès était appelé celui des nostalgiques de l'ancien régime. Des armes de guerre transitant clandestinement par Léopoldville ont été saisies au Congo-Brazzaville. M. Aouzoum, ancien conseiller politique de l'abbé Fulbert Youlou, et Bernard Kolela ont été reconnus responsables de ce trafic. M. Kolela a été condamné à la peine capitale par contumace. Le 22 juin 1966, l'Assemblée nationale vote une loi transformant les forces armées congolaises, les FAC, en Armée populaire nationale, l'APN. Une direction politique à l'armée et un haut commandement collégial sont créés. Les deux sont dirigés par une commission civile présidée par un officier membre du parti, qui a rang de commandant en chef de l'APN. 27 juin 1966, la contestation de Marien Ngouabi, celle de dire que l'armée ne peut être dirigée par un civil, l'avait valu l'affectation à Pointe-Noire pour indiscipline. Il désobéit à la hiérarchie. Marien Ngouabi est destitué du grade de capitaine au rang de première classe. Des émeutes de ses participants éclatent pendant 2 jours, réclamant la réhabilitation de l'officier. Des députés sont arrêtés et des centaines de gens sont mis en arrestation. Le siège du bureau politique du MNR est saccagé. Le 27 juin 1966, il va y avoir une tentative de coup d'État dont l'auteur est Marien Ngouabi et le cible Alphonse Massamadeba. Pendant 10 jours, de juin en juillet 1986, une tentative donc de coup d'État a eu lieu en République du Congo. Le coup d'État a été déclenché à la suite de la rétrogradation de Marien Ngouabi, accusé d'insubordination. L'unité d'élite de parachutistes de Marien Ngouabi a repris une partie de la capitale de Brazzaville et a réussi à couper les télécommunications et les transports de la ville. Le 22 juillet 1966, le tribunal populaire condamne Félix Mouzabakani et Gilbert Pongou. Interrompues depuis juin 1965, les séances du tribunal populaire ont repris à l'hôtel de Brazzaville. 3 accusés devraient comparaître. Matieto Donatien, Makosso Jean-Aimé et Nzalakanda Blaise. Il leur a été reproché de vouloir fomenter un complot pour détruire ou changer le gouvernement et d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité du chef du pouvoir exécutif ou d'exciter à la guerre civile. Le jugement de Makosso Jean-Aimé et de Nzalakanda Blaise fut renvoyé à une date non précise. Matieto Donatien, quant à lui, fut condamné à 5 ans d'emprisonnement. Finalement, c'est à l'audience du 23 juillet que Félix Mouzabakani, l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée, et Gilbert Pongou,
vont connaître leur peine, la peine de mort, pour une affaire d'armes de 1964. Du 13 au 14 mai 1968, dans la nuit, une tentative de coup d'État a échoué à Brazzaville. Le ministre de l'Information de l'époque, André Omessa, révèle ce qui s'était passé en déclarant qu'un commando de mercenaires avait réussi à se rendre au domicile d'un officier de l'armée populaire nationale congolaise, le lieutenant Portela, qu'ils avaient contraint, après un échange de coups de feu, à les conduire auprès du lieutenant Augustin Poignet, secrétaire d'État à la Défense nationale. Grâce à une ruse de 2 officiers, l'alerte a pu être donnée, a poursuivi le ministre André Omessa, qui par ailleurs a fait savoir que les membres du commando ont été réduits à l'impuissance. Ils se trouvent sous les verrous, a-t-il ajouté. Le responsable de cette opération était le Français, M. Jacques Debreton. Le 29 juillet 1968, il va y avoir arrestation du capitaine Marien Ngouabi. Alors que la classe politique conteste de plus en plus les décisions du président Massamba Deba, celui-ci fait arrêter le capitaine Marien Ngouabi et le lieutenant Eyabo pour activisme politique trop prononcé. Le 31 juillet 1968, après une mutinerie du camp de Bérets Rouges, un détachement de paracommando conduit par l'adjudant Akwala libère dans la nuit le capitaine Marien Ngouabi et le lieutenant Eyabo. Toujours à la même date, une manifestation de soutien est tenue au président au président Alphonse Massamba Deba. À l'issue de cette manifestation, qui s'est déroulée à l'hôtel de ville de Brazzaville, les manifestations exigent la dissolution du Parlement et du bureau politique du MNR. Le 4 août 1968, dans l'intérêt national, le commandant en chef de l'armée, le capitaine Marien Ngouabi, invite alors le président Alphonse Massamba Deba, qui avait déserté son poste, de reprendre son courage et à rejoindre ses collaborateurs, que l'armée populaire nationale était garante de sa sécurité comme elle l'est à tous les citoyens, avait déclaré Marien Ngouabi. Avant midi, un communiqué annonce le retour du chef de l'État au palais présidentiel où il préside un conseil des ministres. À l'issue de ce conseil, les membres du gouvernement offrent leur démission collective, dans le souci d'aider le chef de l'État à résoudre la crise. Le couvre-feu qui avait été institué est reporté à 22 heures. Le 31 août 1968, chute du camp de Météo. Les Brazzavillois sont surpris par les crépitements des mitrailleuses lâchées sur une patrouille mixte APN et la défense civile qui évoluait vers le pont du Dieu, faisant des blessés dont un soldat de la défense civile et un officier militaire. Après cet incident, les forces régulières ont décidé de cerner le camp de Météo afin d'obtenir les assaillants qu'ils déposent les armes sur appel du chef de l'État. Un communiqué annonce la prise du camp au terme d'un autre communiqué. Alors est donné à tous les militaires de réintégrer la caserne où ils ont été consignés jusqu'à nouvel ordre. Le 14 septembre 1968, il va y avoir un coup d'État dont l'auteur sera Marien Ngouabi et le cible Alphonse Massamba Deba. En effet, après plusieurs jours d'affrontements violents, le gouvernement du président Alphonse Massamba Deba est renversé par l'armée qui oblige Alphonse Massamba Deba à démissionner. L'annonce est faite sur les ondes de la Voix de la Révolution congolaise par le capitaine Marien Ngouabi, président du Conseil national de la Révolution, CNR,
qui était en même temps ministre de la Défense nationale. Alfred Raoul devient le chef d'État par intérim jusqu'en janvier 1969, période de la mise en place d'institutions définitives en attendant la cérémonie de prestation de serment de M. Marien Ngouabi. 31 décembre 1968. L'acte fondamental est de nouveau modifié. Pardon. Avec la réintroduction de la fonction de président de la République. Le président du CNR, véritable organe de pouvoir, est réduit à 28 membres. Les proches du président démissionnaire, Alphonse Massamba Deba, sont mis à l'écart. Le chef du CNR, le président Marien Ngouabi, est proclamé président de la République. Le 6 février 1969, modification de la loi créant l'armée populaire nationale. Le président du CNR, le commandant Marien Ngouabi, signe l'ordonnance numéro 1/69 portant modification de la loi 11/69 créant l'armée populaire nationale. 29 mai 1969, il va y avoir le procès des Bretons à Ouazzaville. La Cour révolutionnaire de justice s'est prononcée sur le cas de M. Jacques de Breton et ses co-accusés. Dans la nuit du 13 au 14 mai 1969, M. Jacques de Breton, accompagné de ses recrues, se sont rendus au domicile du capitaine Portela, qui a contraint, après l'avoir blessé, à le conduire chez le secrétaire d'État à la Défense nationale, le capitaine Augustin Poigny. Il a été inculpé de 5 chefs d'accusation, parmi lesquels crime d'espionnage, crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, coups et blessures contre l'officier de l'APN Aimé Portela, atteinte à la sécurité extérieure de l'État et enfin tentative d'évasion avec bris de prison. La Cour révolutionnaire de justice, présidée par Maître Anselme Mandelo, a également jugé les co-accusés congolais. Elle a prononcé le 31 mai 1969 les sentences suivantes. Jacques de Breton, travaux forcés à perpétuer et 1 million de francs d'amende. Pierre Kinganga, alias Siroko, peine de mort par contumace. Bukakanganga, 20 ans de travaux forcés par contumace. Corentin Malela, 2 ans de prison ferme. Adrien Malonga, 1 an de prison avec sursis. Pierre Lumina, 1 an de prison ferme, mais a vu sa peine absoute. 3 autres inculpés ont été acquittés. 19 juin 1969, le capitaine Barthélemy Kikadidi, Fouetti et 17 autres personnes sont arrêtées pour tentative de coup d'État en faveur de l'ex-président Alphonse Massamba Deba. Ils sont condamnés à des peines d'emprisonnement diverses et Kikadidi est radié de l'armée. 24 juillet 1969, procès de M. Mouzawakani à Brazzaville. Après 10 longues séances, la Cour révolutionnaire de justice a rendu son verdict sur ce que l'on a appelé l'affaire Mouzawakani. L'officier de l'armée, ancien ministre de l'Intérieur, Félix Mouzawakani, est condamné aux travaux forcés à perpétuer. Le 8 novembre 1969, complot déjoué. La Voix de la Révolution a déclaré qu'un complot venait d'être déjoué dans la nuit du 7 au 8 novembre 1969, dirigé par M. Bernard Kolela, ancien secrétaire du parti de régime de M. Fulbert Youlou, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, et M. Bansimba, fonctionnaire de l'agriculture. 30 personnes ont été arrêtées. Bernard Kolela, condamné par contumace pour trafic d'armes en 1964
et gracié après le 31 juillet 1968 pour le président du SNR, Marien Ngouabi. Il déclare: jamais depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on a enregistré aussi grand complot contre notre nation. Le 20 novembre 1969, l'affaire des assassinats politiques de février 1965 avec la mort de Lazare Matsokota, Joseph Poabou et Anselme Masweme. La Cour révolutionnaire d'exception, composée des membres de la Cour martiale, des présidents et des vice-présidents de la Cour suprême, de la Cour révolutionnaire de justice, s'est penchée sur le problème des assassinats politiques perpétrés dans la nuit du 15 au 16 février 1965, où 3 hauts fonctionnaires, Lazare Matsokota, procureur de la République, Joseph Poavou, président de la Cour suprême, et Anselme Masweme, directeur de l'Agence congolaise d'information, avaient été enlevés. Et les 2 corps de Matsokota et Masweme ont été retrouvés mutilés. La Cour révolutionnaire d'exception a entendu Alphonse Massamba-Deba, ancien chef de l'État, les anciens premiers ministres Pascal Lissouba et Ambroise Noumazalaï, et aussi d'autres personnalités comme Jean-Baptiste Lunda, Ernest Claude Ndala, Étienne Malonga, Joseph Loubassou et Joseph Mampouya. Cependant, Alphonse Massamba-Deba, Pascal Lissouba, Ambroise Noumazalaï, Jean-Baptiste Lunda et André Ombessa sont accusés de n'avoir pas réagi en responsable politique avisé. Alphonse Massamba-Deba, Pascal Lissouba et Ambroise Noumazalaï ont été condamnés à 2 ans de suspension d'activité politique au sein du parti et d'interdiction de sortie du territoire, et les 2 derniers à 1 an de suspension d'activité politique et interdiction de sortie. La Cour a reconnu responsable des enlèvements des victimes. Antoine Vendeur Reissant, directeur de cabinet de M. Pascal Lissouba, Mabungu Mbimba, membre du comité central et ex-président du Conseil économique et social, Michel Mbindi, ancien directeur général de la Sûreté, ont été condamnés chacun à 10 ans de travaux forcés. 2 autres inculpés, Antoine Ngayot et Félix Kanungunu, ont été condamnés respectivement à 5 ans et 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Pierre Kinganga et Matika, Michel Mbindi et Prosper Ngandian et Mabungu Mbimba sont condamnés à mort par contumace. 23 mars 1970, il va y avoir une tentative de coup d'État. L'auteur, ça sera Pierre Kinganga et le cible Marien Ngouabi. En fait, le coup d'État manqué de Kinganga. La voix de la révolution congolaise diffuse l'ancien hymne national, la congolaise. Une déclaration prononce la destitution du chef de l'État du commandant Marien Ngouabi et annonce la création d'un comité militaire de libération nationale. À 10 h, le chef de l'État, Marien Ngouabi, depuis l'état-major général, dément le coup d'État et annonce la chute de l'ex-lieutenant Kinganga, principal responsable de la tentative de putsch. Il venait d'être abattu par l'armée. Le 23 septembre 1970, condamnation de Maurice et Stéphane Bongonwara, accusés de vouloir créer un mouvement susceptible de nuire à la sûreté intérieure de l'État, de former un complot dans le but et de changer le gouvernement ou les institutions en place et de propager une fausse rumeur. Maurice Stéphane Bongonwara est condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour révolutionnaire de justice présidée par Ongoni Bansari. Le 22 août 1971, il va y avoir un procès de M. Ando Ibara. La voix de la révolution congolaise annonce l'arrestation de M. Ando Ibara Mouzabakani, accusé du procès de Lipako, Likopa
de Kinshasa. Le président de la République populaire du Congo adresse des messages aux chefs d'État signataires du manifeste du 16 juin 1970, les invitant à se faire représenter au procès de M. Ando Ibara le 22 août 1971. Les chefs d'État dépêchent alors à Brazzaville des personnalités judiciaires. Et la Cour révolutionnaire de justice déclare M. Ando Ibara coupable de fait d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et de propagation de fausses nouvelles. Il est condamné à 3 ans de prison ferme et à 10 ans d'interdiction de séjour. Le 22 février, il va y avoir une tentative de coup d'État dont l'auteur sera Ange Diawara et le cible Marien Ngouabi. Le coup d'État manquait du lieutenant Ange Diawara. La capitale congolaise est le théâtre d'une mutinerie de quelques éléments du bataillon d'infanterie et du groupement aéroporté, suivi d'une tentative de putsch par le lieutenant Ange Diawara, ancien premier et vice-président du CNR, ancien membre du bureau politique du Parti congolais du travail et ancien ministre du développement chargé des eaux et forêts. L'échec du coup d'État s'est traduit par la mort de certains conjurés comme Eli Itou, le chanteur Franklin Bukaka, l'arrestation de Edouard Ambroise Noumazalaï, de Ernest Ndalagrai, de Camille Bongo et de Kimbo Lankaya. 27 février 1972, le sous-lieutenant Prosper Matumpampolo, ancien commissaire du gouvernement au Kouilou, est tué à Pointe-Noire. Il était cité dans le coup d'État manqué. Le 22 mars 1972, publication du décret numéro 72/97 portant destitution du 21 officiers d'actifs de l'armée populaire nationale. Des officiers accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État de 22 février 1972 de Ange Diawara. Alors, ces officiers sont destitués de leur grade et remis combattants de 2e classe pour haute trahison. 25 mars 1972, le verdict de la cour martiale. Après le putsch manqué d'Ange Diawara, la voix de la révolution congolaise rend public le verdict de la cour martiale à l'encontre des auteurs du putsch manqué, en même temps que le décret présidentiel commuant en réclusion criminelle à perpétuer les 52 peines capitales qui sont prononcées. 23 avril 1973, le lieutenant Ange Diawara, accompagné de Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Claude Bakekolo, sont capturés à Kinshasa et sont livrés aux autorités congolaises et sont immédiatement exécutés et leurs corps sont exposés au stade de la révolution actuelle, stade Massamba-Déba, par les autorités congolaises. Le reste des compagnons seront abattus dans la nuit du 26 au 27 janvier 1973 à Matsula, district de Mbanzandunga, région du Poul. Les inculqués français, complices, vont être déférés devant la cour, mais seront relaxés à titre exceptionnel. 18 mars 1977, il va y avoir un coup d'État. L'auteur sera Sassou Nguesso et le cible Marien Ngouabi. En fait, à 14h30, un commando armé entame une fusillade dans l'enceinte de la résidence présidentielle. Quelques minutes plus tard, Marien Ngouabi est conduit en urgence à l'hôpital militaire de Brazzaville. Peu de temps après, le médecin légiste Nkukambemba le déclare mort, sauf qu'il constate que le corps du président est criblé de balles, mais porte des vêtements neufs. 22 mars 1977, l'assassinat du cardinal Émile Beïda. Le cardinal, archevêque de Brazzaville, est convoqué sur instigation de M. Denis Sassou Nguesso,
qui à l'époque était ministre de la Défense et de la Sécurité, de venir témoigner devant le comité militaire du parti après l'assassinat du président Marien Ngouabi. Jamais il n'avait témoigné et il fut retrouvé assassiné. Le 25 mars 1977, Pascal Lissouba est condamné à mort pour complicité avec Massamba Deba dans la conspiration qui a conduit à la mort du président Marien Ngouabi. Une intervention in extremis d'Omar Bongo, appuyée par une mobilisation des scientifiques français et africains, lui permet d'échapper au peloton d'exécution. Le CMP commue alors la peine capitale en détention à perpétuité. Par contre, l'ancien président Alphonse Massamba Deba, lui, va connaître des sévices corporels inhumains et sera exécuté dans la nuit du 25 mars 1977 dans les circonstances sombres. Son corps n'a jamais été rendu à sa famille, ne dispose donc pas de sépulture. Le 3 janvier 1978, une cour révolutionnaire d'exception ouvre le procès de 42 personnes impliquées dans l'assassinat de Marien Ngouabi et prononce 10 condamnations à mort. Le président Joachim Yombi Opango refuse d'accorder la grâce présidentielle aux pauvres innocents. Il s'agissait de Daniel Nkanza, Dominique Sambari Nkumbi, Germain Mizele, Jean-Pierre Nduninganga, Étienne Kinkumba, Grégoire Kumba, Simon Sissoussoulou, Daniel Kangila, Albert Konda et Pierre Dianzenza. 5 février 1979, il va y avoir un coup d'État dont l'auteur c'est M. Denis Sassou Nguesso, le cible est Joachim Yombi Opango. Devant l'agitation croissante dans le pays, Joachim Yombi Opango est contraint de convoquer le comité central. Le 5 février 1979, dès le premier jour de la session, le comité central du Parti congolais du travail dépose le CMP et Yombi Opango est forcé de démissionner de sa fonction de président de la République. Denis Sassou Nguesso le remplace à titre provisoire dans l'attente du congrès extraordinaire du Parti congolais du travail en mars 1979. En 2007, le général Jean-Marie Michel Moukoko, conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso, fomente un coup d'État. Porté à la connaissance de M. Denis Sassou Nguesso par une vidéo, l'affaire sera réglée en famille selon l'intéressé. Finalement, c'est en 2016 que cette affaire sera rendue publique lorsque Jean-Marie Michel Moukoko décide d'affronter M. Denis Sassou Nguesso à la présidentielle. Dans la vidéo, on entend le général Jean-Marie Michel Moukoko détailler la liste des officiers supérieurs à neutraliser, tenir des propos malveillants à l'égard de l'ancien président Pascal Lissouba et des populations du Sud qualifiées de tribalistes, et promet à ses interlocuteurs qu'ils seront ses partenaires au développement une fois le putsch réussi. Face à la caméra, le général Jean-Marie Michel Moukoko s'applique à répéter sa déclaration de prise de pouvoir, au cours de laquelle il s'exprime aux Congolaises et aux Congolais ses regrets d'avoir eu recours à un coup d'État. La situation, hélas, ne lui laissant pas d'autre choix, dans l'ensemble de cette vidéo, on constate la naïveté dans laquelle le général avait été pris. Le 11 mai 2018, la Cour criminelle de Brazzaville condamne le général Jean-Marie Michel Moukoko, l'ancien chef d'état-major de l'armée, à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Et aussi, pendant cette période de procès, le général Jean-Marie Michel Moukoko est resté sans mot dire. Mais il y a aussi un autre général qui avait aussi préparé un coup d'État. C'est le général Emmanuel Ngolondele Mongo.
bien que doublement beau-père de Denis Sassou Nguesso, Ngolondele Mongo avait lui aussi été piégé par des Sud-Africains, dont une femme générale, à la demande expresse de M. Denis Sassou Nguesso et de Jean-Dominique Okemba. Pressentant le bon coup, ces Sud-Africains avaient exigé une très grosse coquette somme de milliards de francs CFA à M. Denis Sassou Nguesso en échange pour se procurer de la vidéo d'enregistrement du complot de son beau-père. Comme pour le général Jean-Marie Michel Moukoko, cette affaire avait été également réglée en conseil de famille. Le général Emmanuel Ngolondele Mongo avait tout assumé devant son épouse. Mais, à ce jour, Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba n'ont jamais rendu public cette affaire. Le 10 janvier 2018 à Brazzaville, la police interpelle Norbert Dabira pour tentative de coup d'État. Norbert Dabira, ancien inspecteur des FAC et ancien haut commissaire à la réinsertion des anciens combattants, le général Dabira est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'avoir voulu recruter au moins 2 tireurs d'élite pour abattre l'avion du président Denis Sassou Nguesso au décollage ou à l'atterrissage, selon l'acte d'accusation qui évoque les conversations téléphoniques en novembre 2017 entre le général Dabira et le général Nyangambwala. Le 19 mai 2018, la Cour criminelle de Brazzaville, présidée par Christian Oba, déclare Norbert Dabira coupable des faits mis à sa charge, le condamne à 5 ans d'emprisonnement ferme, assorti de l'interdiction d'exercer des droits civiques et civils et de verser un franc symbolique à l'État congolais à titre de dommages et intérêts. Peuple congolais, ceci nous amène à voir le tableau récapitulatif et restreint des coups d'État qu'a connu notre pays. En fait, en réalité, ce tableau récapitulatif n'est autre que tout ce que je venais de vous décrire. Donc vous aviez ce tableau en 6 colonnes. La première colonne, c'est là où vous trouvez toutes les dates où il y a eu des vrais coups d'État et des vraies tentatives de coups d'État. Il y en a d'autres coups d'État que nous avons évoqués qui ont été juste des coups d'État fictifs parce qu'on voulait arrêter la personne. Ça a été le cas chez Mariangwa et chez Bernard Kolela et puis par exemple Bongo Noira, Stéphane Bongo Noira. Et même les coups d'État de général Ngolondele, ça a été un montage de M. Sassou Nguesso et de Dominique Okemba. Dans la 3e colonne, vous aviez les auteurs, ceux qui ont réellement fait le coup d'État ou les tentatives de coup d'État. Et vous aviez les co-auteurs. Et enfin, et puis dans la 5e colonne, vous aviez les dénonciateurs. Ceux-là, quand on prépare un coup, ils sont dans le coup, mais à la dernière minute, ils se détournent pour faire échouer le coup d'État. Et enfin, dans la 6e colonne, vous aviez les cibles de ces coups d'État. Mais ce qui est pertinent ici à constater, c'est la situation de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que nous l'avons fait en rouge. Vous allez constater que quand M. Denis Sassou Nguesso n'est pas dénonciateur, ça a été le cas des tentatives de coup d'État de Pierre Kinganga et de Ange Diawara. Dans ces 2 tentatives de coup d'État, M. Denis Sassou Nguesso était le dénonciateur, c'est-à-dire en tant que membre du comité du Parti congolais du travail, étant membre
de services de renseignement, il était au courant, puisque M. Yombi était en fait co-auteur de ces coups d'État. Mais comme ils avaient élaboré une stratégie qui visait simplement à annuler, à pouvoir tuer les personnalités influentes du Sud. Donc, ils montent un coup d'État et puis ils exposent ces personnes. Donc ça, c'était le travail de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc c'est ça qu'il a fait avec Kinganga et avec Diawara. Mais ça, nous l'avons expliqué quand nous avons parlé des coups d'État en Afrique, les coups d'État au Congo. Nous l'avons parlé, et même quand nous avons parlé de l'armée, nous avons une fois de plus évoqué cela. Donc, quand il n'est pas dénonciateur, il est co-auteur. C'est ce qui s'est passé dans les tentatives et les coups d'État dont Marien Ngouabi était l'auteur. Lui, M. Denis Sassou Nguesso, il était co-auteur. Il était avec Marien Ngouabi pour faire ces coups d'État-là. Les deux qu'ils ont fait contre le président Alphonse Massamba Deba. Alors, donc, quand il n'est pas dénonciateur ou quand il n'est pas co-auteur, ben, M. Sassou Nguesso, il devient lui-même l'auteur. C'est ça qui s'est passé avec le coup d'État de 18 mars 1977, dont le cible était Marien Ngouabi, qu'il avait tué. Et c'est ça qui s'est passé aussi le 5 février 1979. Un coup d'État contre le cible ici, c'était M. Joachim Yombe Opango. Et enfin, le 5 juin 1997, là aussi, il a fait un coup d'État. Et le cible ici était Pascal Lissouba. Voilà donc très résumé les différents coups d'État qu'a connu notre pays. Nous allons maintenant vous faire connaître le témoignage de deux généraux sur l'état des facs. Alors, pour nuancer nos propos et le tableau que nous venons de présenter, nous allons croiser avec certains propos de certains dignitaires militaires pour apprécier et comprendre l'état actuel des facs, mais surtout pour envisager la possibilité de faire un coup d'État, parce que c'est de ça qu'il est question justement dans cette vidéo. D'abord, le premier témoignage, c'est celui du général Jean-Marie Michel Moukoko. Dans l'une des vidéos, Jean-Marie Michel Moukoko nous dit que l'armée n'est plus républicaine, que la garde républicaine est devenue une armée dans l'armée. C'est elle qui est la plus dotée, la plus équipée, la plus formée et la mieux soutenue financièrement. Fin de citation. Peuple congolais. Ces mots ont été déclarés par un général de l'armée. Donc quelqu'un qui connaît bien le milieu, qui était le conseiller spécial du président de la République. Donc, il sait de quoi il parlait. Effectivement, nous, quand nous avons fait la vidéo sur les forces armées congolaises, nous avons démontré que l'armée au Congo était devenue tribalisée. Nous avons dit que l'armée était devenue mboshinisée et que 85% des effectifs sont originaires du Nord. Et dans ces 85%-là, il y a 51% qui sont des Mboshi. Donc voilà un peu la composition actuelle de l'armée. Mais en plus de ça, il faut noter que dans les rangs des FAC, on compte plusieurs mercenaires. On compte des Rwandais, on compte des Tchadiens, des Libanais, des Centrafricains, des Angolais du RDC et plus des Camerounais. Le deuxième témoignage, c'est celui du général Emmanuel Ngolondele Mongo. Le général décrit l'état de l'armée dans une lettre ouverte qu'il avait adressée au président Denis Sassou Nguesso en septembre 2015. Donc d'ailleurs, en voici le contenu. Je cite. La victoire militaire du 15 octobre 1997, Monsieur le Président, au lieu de redonner à notre force publique
ces lettres de noblesse, a plutôt condamné au chômage pour n'avoir pas choisi explicitement le camp politico-militaire qu'il fallait. Il continue de payer jusqu'à ce jour pour n'avoir pas fait le bon choix, alors que la réconciliation nationale est proclamée dans tous vos discours comme un fait accompli. Et pourtant, au mois d'août 1992, lorsque vous quittiez le pouvoir, vous avez laissé au pays et à votre successeur, le président Pascal Lissouba, une armée nationale unie, digne de ce nom, et qui avait jusque-là fait la fierté et l'orgueil de notre nation. Je me souviens, et je me rappelle encore, ce gigantesque défilé militaire organisé à l'occasion du 25e anniversaire de la Révolution des 13, 14, 15 août 1963. Quelle fierté nationale de regarder passer notre aviation, notre artillerie lourde, nos blindés et nos troupes à pied défiler devant plusieurs chefs d'État africains venus partager avec nous la fête nationale. Aujourd'hui, ce type d'armée disciplinée n'est plus qu'un souvenir, parce que 4 ans après votre départ, le président Lissouba, qui s'est toujours méfié des militaires ayant pourtant assuré la sécurité de son élection au suffrage universel en 1992, désorganisera l'armée en créant une milice privée, une milice qu'il a fortement armée, non seulement pour rivaliser l'armée nationale, mais pour mieux assurer sa propre défense et sa sécurité. L'armée angolaise, de très loin cadée à la nôtre, avec les pires difficultés d'une guerre de 30 ans, plus atroce que celle du Congo, est devenue une force militaire indéniable pour la sous-région. Chez nous, pendant 5 ans, malgré tous les moyens financiers qui ont été mis à la disposition de la hiérarchie militaire, nous avons été hélas incapables de réaliser une simple reprise en main de la troupe, au plan de la discipline et de trouver des solutions, tant soit peu, au problème du logement qui se pose globalement à notre armée. Dans son ensemble, notre armée connaît de nombreux problèmes de commandement, d'éthique de cadre et de morale, sans que cela préoccupe prioritairement le gouvernement de la République. La sécurisation des personnes et des biens est réduite aujourd'hui à un simple slogan parmi tant d'autres. Les commissariats de police sur le territoire national sont transformés en tribunaux de justice sans avocat. L'argent faisant office d'avocat pour les corrupteurs qui règlent tout en leur faveur, souvent contre les pauvres innocents. La gendarmerie nationale réhabilitée par la conférence nationale souveraine et qui devrait être l'espoir du monde rural et du peuple congolais tout entier se présente aujourd'hui comme un mort-né. À Brazzaville, excepté l'ancienne brigade de recherche située en face du lycée Savonnier de Brazza, l'héritage colonial, toutes les autres brigades ressemblent à des kiosques. Le cas le plus caractéristique est celui de la brigade sur la Nationale 2, avant d'atteindre le cimetière Itatolo. Comment comprendre qu'une brigade de gendarmerie puisse manquer de chambres de sûreté? Comment comprendre de façon générale que nos combattants, nos gendarmes habitent hélas à la cité où ils sont locataires? Imaginons qu'une alerte soit donnée. Réalisons-nous le temps et le risque pour le soldat locataire ou vivant dans une famille de rejoindre la caserne à pied. Il peut bien être abattu par l'ennemi puisqu'il ne peut savoir depuis sa maison de quel côté vient le danger. À l'armée comme à la police et à la gendarmerie, la vocation n'existe plus. Le recrutement est subjectif. On rejoint actuellement les rangs
de l'armée simplement pour avoir un emploi comme si on allait dans n'importe quelle entreprise. La condition sociale du soldat et du policier en particulier s'est considérablement dégradée. Il n'est pas rare aujourd'hui de constater que beaucoup d'entre eux sont contraints d'assumer les gardiennages des boutiques ou des résidents des étrangers pour joindre les bouts du mois. L'ordre d'appel a été remplacé par la radio-trottoir. Les visites médicales sont bâclées, voire complaisantes. Ainsi, c'est tout un ramassis de supplétifs qui vient remplir les rangs de notre armée et de notre police nationale. À la gendarmerie, les recrutements ne font plus l'objet d'annonces publiques. Tout se dit de bouche à oreille. Le système d'enquête de moralité n'existe plus. On imagine dès lors la qualité des nouveaux gendarmes. C'est à mon avis une catastrophe pour notre pays. Dans une armée, on ne peut pas prendre à la légère des problèmes de l'ordre et de la discipline qui font la force et l'efficacité de toutes les grandes armées du monde. Pourtant, depuis la législature du président Pascal Lissouba, et même pendant la période de transition, on a plus respecté les normes de l'avancement. On a instauré l'avancement à saute-mouton, bien souvent facilité par le système de pot de vin. Fin de citation. Tout ceci, peuple congolais, c'était pour vous dire, si le coup d'État devrait y avoir, les putschistes devront se montrer à la hauteur de M. Denis Sassou Nguesso. Car Sassou Nguesso n'hésitera pas à brûler le pays pour les traquer. Il veille au quotidien sur l'état de l'armée. Il sait que le mal peut surgir de là à tout moment. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire, peuple congolais, faire un coup d'État au pays nécessite au préalable une bonne préparation, une bonne équipe, disposer du matériel tel que les véhicules, les munitions, du matériel volant pour le cas d'espèces, du matériel navigant et du matériel de communication. Ça nécessite aussi d'avoir la caution des pays limitrophes pour installer une base, c'est-à-dire d'avoir la caution des pays de la CEMAC avec qui M. Denis Sassou Nguesso avait déjà signé un pacte de non-agression et de protection des frontières. Ça nécessite aussi d'avoir le soutien de la France, et sinon, elle s'oppose systématiquement de façon indirecte pour sauvegarder les intérêts français. Sinon, il va s'opposer à l'armée française qui est déjà installée au Gabon et au Centrafrique. Mais il faut aussi disposer de moyens suffisants. Il faut disposer de moyens financiers suffisants. L'exemple de coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso en 1997 est bien encore présent dans l'esprit des Congolais. M. Sassou Nguesso s'est préparé financièrement en France. M. Sassou Nguesso s'est équipé du matériel qui avait été stocké au Gabon. Et avec l'ouverture par la route par le Cameroun, M. Sassou Nguesso avait été soutenu par la France. Ça, tous les Congolais le savent. M. Denis Sassou Nguesso s'est bien préparé pendant qu'il était dans la diaspora en France. Un autre exemple, c'est le coup d'État avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011. Nous avons tous vu des épreuves, comment les Français ils ont intervenu, renforcé l'armée ivoirienne pour pouvoir faire un coup d'État. Je peux encore donner un autre exemple, c'est le coup d'État de M. Muammar Kadhafi. C'est encore un exemple qui témoigne comment les Français, ils ont une fois de plus soutenu l'armée libyenne pour faire le coup d'État de M. Muammar Kadhafi au point de pouvoir le tuer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Libye?
Mais la rébellion menée par le général maréchal Khalifa Haftar, qui démontre comment une rébellion doit être organisée et soutenue pour faire un coup d'État. Nous voyons le nombre de voitures qu'il a, des hélicoptères qu'il a. Nous voyons son contingent. Donc voilà, peuple congolais, autant d'exemples qu'on peut citer. Tout ceci pour démontrer le caractère sérieux qu'on doit avoir dans la préparation d'un coup d'État. Un coup d'État ne se fait pas par précipitation. Ça nécessite une bonne préparation. Ça nécessite des moyens financiers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est comme ça qu'on doit s'y prendre. Et non pas ce caractère, je pourrais dire, aventurier ou de naïveté dont avait fait preuve le général Jean-Marie Michel Moukoko. On a vu les vidéos. Même un amateur, en regardant la vidéo, on sent que le général était tombé dans un piège. Non, franchement, il avait fait preuve de naïveté pour un général digne de son nom, sorti en plus de Saint-Cyr. Il ne pouvait pas être tombé dans un piège de cette façon. Comment pouvait-il préparer un coup d'État de cette manière? Ou encore de la manière dont on voit, comme veut le faire le général Ferdinand Mbao, peuple congolais. Nous devons faire du sérieux. Si c'est vraiment ce moyen-là, on pense qu'il faut aller renverser M. Denis Sassou Nguesso, ben, il faut encore du sérieux, il faut encore du travail qu'il faut faire. Au pays, c'est difficile de compter sur les militaires qui sont au pays. Nous avons vu, depuis que le général Jean-Marie Michel Moukoko est arrêté, il n'y a jamais eu même un soulèvement au niveau de l'armée pour contester. C'est comme si ils étaient tous d'accord. Donc ceci, c'est pour démontrer que l'armée au pays, il faut y compter, mais il faut faire très attention. Peuple congolais, nous allons maintenant vous présenter ici l'organigramme qui nous a permis de faire l'évaluation des facs. Peuple congolais. Vous voyez ici l'organigramme que nous avons mis. Vous allez le voir, c'est très important par rapport à ce que nous venons de dire. Le silence de l'armée face à des événements douloureux que traverse notre pays est aussi l'expression d'une indignation. Celle de constater que l'armée congolaise, qui compte plus de 60 généraux, des généraux qui sont bien traités par l'État congolais, ne sont pas capables de pouvoir traquer même une bande armée, entraînée non pas par un général sorti d'une académie militaire quelconque, mais plutôt entraîné par un pasteur d'église, et qui en revanche est capable de défier toute une armée. Alors, ça vous donne la capacité ou alors la force de notre armée, la responsabilité de nos généraux qui dirigent l'armée. Nous avons détaillé, quand nous avons parlé de l'armée, quand Willy Mansanga démontre devant le président de la République que le pays n'avait pas des généraux. Donc ça, ce sont des vidéos que nous avons déjà montées, qui sont déjà en ligne, vous pouvez aller les écouter. Nous avons donc démontré dans ces vidéos-là que les FAC, les forces armées congolaises, ne sont pas capables, ne sont pas à la hauteur.
là, nous venons de décrire l'état de notre armée. Nous venons aussi de parler, de faire les témoignages de 2 généraux. Nous sommes donc en mesure de nous poser la question et de la répandre. Alors la question, c'est celle de savoir, avons-nous encore l'armée capable de défendre l'intégrité nationale? L'armée est-elle encore républicaine? Peut-elle encore sauver l'intérêt national? Alors la réponse à toutes ces questions-là, c'est sûr, et je suis convaincu que c'est non. Notre réponse est sans ambiguïté quand nous disons non. Vu l'image que nous reflète cette armée, vu l'image, vu les déclarations que des généraux venaient de nous donner, nous pouvons dire que l'image de notre armée est aujourd'hui harassée. Si nous n'avons pas présenté un loligramme ici pour analyser les moyens appelés le coup d'État, nous avons pris néanmoins soin de vous présenter le loligramme, un organigramme pour faire l'évaluation de cette armée. Et donc, c'est l'évaluation de cette armée qui va nous permettre de déterminer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de notre armée pour dire si réellement on peut faire un coup d'État. Voilà donc ici, peuple congolais, notre organigramme d'évaluation. Donc, comme vous pouvez le constater, les forces armées congolaises est composée des étrangers et puis des nationaux. Et du point de vue responsabilité, ce sont les étrangers qui sont au-dessus des nationaux. C'est pour cela que vous ne le voyez, ils ne sont même pas sur la même ligne. Les étrangers sont en vert, les nationaux sont en rouge. Le bleu ici, c'est pour dire la neutralité. Donc, quand on examine l'état républicain de l'armée, peut-on dire que notre armée est républicaine? Là, on s'en va de la gauche vers la droite. Alors, vous voyez que l'armée est neutre, est nulle à 100%. Pour le facteur républicain. Donc l'armée est devenue nulle à 100%. C'est-à-dire que l'armée n'est plus républicaine à 100%. L'éthique morale, nous avons ici également l'armée n'a plus d'éthique. D'ailleurs, le général Ngolondele l'a dit. Il n'y a plus l'éthique à 100%. Il n'y a plus la moralité à 100%. Le commandement, il y a une partie qui respecte, enfin les nationaux, qui respectent quand même il y a 50% des nationaux qui respectent quand même les commandements ou les ordres qui sont donnés par les chefs. Pourquoi 50%? Mais c'est parce que le reste, ce sont des étrangers. Et ces étrangers s'en foutent carrément des responsables, des généraux qui sont là. Donc eux, ils traitent directement avec leur chef hiérarchique. Le reste des officiers, ils s'en foutent. Même des caporals qui sont là, ils ne respectent même pas des généraux congolais qui sont là.
Voilà l'état de notre armée. Les recrutements, on venait le général Ngolondele venait de le dire, ça se fait maintenant de bouche à l'oreille. Donc c'est carrément nul. Il n'y a plus de concours qui se sont faits. Même quand il y a des concours, c'est juste pour la bonne forme. Parce que les personnes sont déjà désignées. Ce n'est plus par des valeurs intellectuelles qu'on recrute. Non. La protection. Mais là aussi, tout est nul. On a vu dernièrement avec des problèmes à la frontière avec l'Angola. Mais l'armée ne peut même pas oser aller affronter les Angolais qui sont là-bas. Parce que les gens ne sont pas formés, les gens n'ont pas du matériel. Voilà. Donc, du point de vue protection, l'armée ne protège même plus nos frontières. Et ça, à 100%. Du point de vue formation, vous allez constater que c'est à 100% vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est surtout les étrangers qui bénéficient de la formation. Parce que les étrangers font partie de la garde républicaine ou bien la garde présidentielle. C'est pour cela que le général Mokoko nous dit que la garde républicaine est devenue une armée dans l'armée. Parce qu'ils ont toutes les formations. Ils sont formés par des Israéliens, ils sont formés par des Marocains. Et d'autres maintenant partent aussi en Turquie. Quand on regarde le matériel, c'est eux qui sont plus dotés à 80%. L'armée nationale, les nationaux n'ont qu'à peine 20%. Donc, ce sont les étrangers qui détiennent plus de matériel sophistiqué. Même les hélicoptères qui sont là, ce sont des étrangers qui les pilotent. Ce ne sont même pas des pilotes congolais. Quand on parle de l'efficacité de cette armée, l'armée est presque nulle à 60%. Malgré le matériel qu'on leur donne. Malgré les formations qu'on leur donne. Je parle là des étrangers. Puisque les nationaux, on ne peut même pas parler de leur efficacité. Ils ne suivent pas de formation, ils ne détiennent pas du matériel, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas du moral. Donc on ne peut pas parler d'efficacité avec les nationaux. C'est plus avec les étrangers. Mais les étrangers, ce n'est qu'à 40%. Il n'y en a pas d'efficacité de notre armée. Alors ça devait être un point pour comprendre que si on était organisé, si on était déterminé, si on était structuré, si au pays il y avait un peu d'appui, il était possible de pouvoir renverser M. Denis Sassou Nguesso dans la mesure où l'armée n'est plus efficace à 60%. Alors quand on regarde les dotations, 80% du matériel, de tenues, de moyens financiers, ce sont les étrangers qui les bénéficient. Les 20% sont réservés aux nationaux. Voilà donc au peuple congolais les évaluations de notre armée. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus le bleu qui domine. C'est-à-dire que tout est presque nul partout. Les rouges, c'est-à-dire les nationaux, vous ne le voyez que dans l'exécution de quelques ordres de leur commandement. Et ils détiennent seulement 20% du matériel. Et puis, de leurs petits, on leur dote un peu de tenues, surtout que maintenant, il faut faire la fête des 13, 14, 15 août. Voilà tout ce que les nationaux, ils ont. Et puis le reste, ce sont les étrangers qui ont la formation, le matériel, et puis les dotations. Et voilà, peuple congolais, l'ossature de notre armée. Donc, par rapport à ça, nous disons, peuple congolais, que les Congolais ne pensent pas à un instant faire un coup d'État au pays, avec l'armée actuelle que nous venons d'évaluer. Même fomenter un coup d'État depuis l'extérieur, ça sera simplement un fruit du carnage. À l'heure actuelle, tel que c'est là, tel que nous venons de l'évaluer là, aller faire un coup d'État,
Du moment où eux, ils ont déjà du matériel. C'est purement de l'aventure. Et il va y avoir un carnage. Surtout que les pays limitrophes sont encore avec Sassou. Surtout qu'il y a pas mal de pays étrangers qui supportent encore M. Denis Sassou Nguesso. Donc, aller faire un coup d'État, si on n'est pas rassuré qu'on a l'accord des pays limitrophes, qu'on n'est pas sûr d'avoir négocié avec les Français qui sont déjà au Gabon, on n'est pas sûr d'avoir du matériel navigant et du matériel volant, ne pas avoir de l'argent, ce serait purement de l'aventure. Parce que lui, M. Denis Sassou Nguesso, à l'heure actuelle, vous aviez vu, qui s'est doté du matériel sophistiqué, qui sont venus de la Turquie. M. Denis Sassou Nguesso venait de payer l'hélicoptère de guerre à la France. Donc lui, il est en train de s'équiper. Alors nous, est-ce qu'on est en train de s'équiper? C'est ça la question. Et nous pensons qu'on n'en a pas des moyens. Sassou, c'est quelqu'un qui scrute l'armée à toutes les secondes. Il analyse l'armée à toutes les secondes. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que le mal peut venir de là. À tout moment, le mal peut surgir de là. C'est pour cela que même il n'a plus confiance aux généraux, même les généraux Mboshi. Il préfère faire confiance aux étrangers. C'est pour vous dire, peuple congolais, comment ce monsieur se prépare. Parce qu'il sait qu'on peut lui faire un coup d'État. Et lui, il est en train de se préparer. Alors, vu que ça risque d'être un combat de coq, est-ce que vraiment c'est ce moyen-là que nous devrons opter, que nous devrons prendre pour aller faire un coup d'État? Peuple congolais, nous avons dit non. Le coup d'État, à l'heure de la manière dont l'armée est constituée là, et vu ce que nous disposons pour le moment, nous pensons que ce n'est pas ça qui va faire que M. Denis Sassou Nguesso va partir d'ici peu. Donc, certainement, notre espoir est ailleurs. Surtout que dans notre liste, nous avons beaucoup de moyens. Nous avons dit que les manifestations de la rue ne sont que des moyens efficaces et non efficients. Ça, nous l'avons démontré. Et nous avons dit d'ailleurs que la diaspora doit continuer à faire des manifestations. Parce que cet investissement, c'est un investissement à long terme. Quand on le fait, ça porte ses fruits. Nous l'avons démontré, si ce n'est que la police qui vient contrecarrer, qui vient mater, qui vient tuer le peuple. Ce moyen, il est efficace. Il n'est peut-être pas efficient, c'est vrai. Mais nous pouvons quand même compter sur lui. Alors, aujourd'hui, on vient de voir un autre moyen, le coup d'État. Ici, on peut se dire que ce moyen-là, il n'est pas efficace. Non pas seulement qu'il n'est pas efficace, mais il n'est pas aussi efficient. C'est-à-dire, vu la configuration de l'armée en ce moment, nous pouvons dire que ce moyen est ni efficace, ni efficient pour faire partie de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, son évaluation est zéro, nul. Autrement dit, il ne faut même pas y penser à aller faire un coup d'État. Pour l'instant. Ça aussi, ça vient rejoindre parce que nous avons entendu même les gens de la diaspora lancer un SOS à l'international, demander que
si sur le plan international, ils ne peuvent pas nous apporter des logiciels, un logiciel pour aller faire un coup d'État. Alors, quand la diaspora commence à lancer un SOS sur le plan international, d'aller faire un coup d'État, mais c'est parce que la diaspora reconnaît qu'avec l'armée qu'on a là, on ne peut pas aller faire un coup d'État. Donc ça vient confirmer, effectivement, qu'on ne peut pas aller faire un coup d'État au pays. C'est pour cela que la diaspora, c'est pour cela que les gens de l'internaute commencent à faire de SOS. Ils demandent aux gens, non mais venez nous aider, on veut aller faire un coup d'État au pays. Alors quand on en arrive à ce niveau-là, on comprend tout de suite que c'est parce qu'on ne peut pas aller faire un coup d'État au pays. C'est pour cela qu'on demande de l'aide à l'étranger. Mais le peuple congolais, les étrangers ne viendront pas faire un coup d'État tel que vous êtes en train de le dire. Vous allez lancer un cri, personne ne pourra se manifester. Donc, prendre ce moyen de cette façon-là, ce moyen de coup d'État-là, l'étudier de cette manière, mais laissez-moi vous dire qu'on ne pourra jamais faire renverser M. Denis Sassou Nguesso. L'objectif ne sera jamais atteint. En résumé, c'est pour dire que le peuple congolais a des difficultés pour aller faire un coup d'État au pays. Les gens de la conférence nationale nous avaient déjà bien prévenus en disant que celui-là même qui faisait le coup d'État, référez-vous du tableau que nous avons fait. Sassou, s'il n'est pas dénonciateur, il est co-auteur ou alors il est auteur. Depuis près de 40 ans. Donc lui, il sait comment on fait un coup d'État et comment on déjoue un coup d'État. Parce que jusqu'aujourd'hui, lui, il fait toujours des renseignements. Il est toujours au service de renseignement. Tant bien même qu'il avait mis Jean-Dominique Okemba, mais c'est lui qui s'en occupe lui-même. Dominique Okemba lui fait des fiches. Donc c'est lui-même qui les gère. Donc lui, il sait. C'est un domaine qu'il maîtrise bien. Pendant 40 ans, peuple congolais. Donc il connaît tous ces... D'ailleurs, même la plupart des généraux, des colonels sont déjà retraités. Ceux-là qui pouvaient résister devant M. Denis Sassou Nguesso, il les a fait tous faire retraiter. Donc ça, c'est une nouvelle génération qui est en train de monter. C'est les générations de 90 qui aujourd'hui sont devenus des officiers. Et donc ceux-là, ils n'ont connu que Sassou. Et c'est Sassou qui leur donne des grades. Donc de ce point de vue, ils ont une dette morale. Comment voulez-vous qu'ils puissent encore faire un coup d'État? Surtout qu'ils sont la plupart du Nord. Ils sont embauchés. Donc il ne faut pas penser, il faut pas imaginer, peuple congolais, que on va faire un coup d'État et puis le réussir avec la configuration actuelle de l'armée. Non. Alors, vu que la manifestation, nous l'avons étudiée, ça n'a pas marché, enfin, c'est un moyen efficace, mais non efficient. Vu que nous venons d'étudier un coup d'État, ça c'est un moyen qui n'est ni efficace ni efficient. Alors, on va aller donc chercher un autre moyen sur la liste qu'on avait donc évoquée. Alors, on peut peut-être parler de la grève. Oui, la grève, quand on sait qu'il a déjà fait des effets dans notre pays, peut-être que si les travailleurs et les fonctionnaires grévaient, ça peut perturber le gouvernement en place. Surtout que la grève avait aussi été lancée par la diaspora, où on a demandé au peuple, aux travailleurs et aux fonctionnaires de ne plus aller travailler le 31 mai 2020. Donc, la grève peut être définie comme un moyen
Mais sauf que la question qu'on va se poser, est-ce que la grève est vraiment le moyen qui peut nous rassurer pour aller renverser M. Denis Sassou Nguesso? Peuple congolais, la grève est une alternative que nous avons énumérée parmi les moyens suggérés par des Congolais et des Congolaises pour aller renverser M. Denis Sassou Nguesso. Alors, la grève, ce moyen-là, est-il efficace? Ce moyen-là, est-il efficient? Est-ce que on peut envisager, on peut avoir l'espoir, est-ce qu'on peut compter sur la grève pour renverser M. Denis Sassou Nguesso? Autant de questions qu'on peut se poser. Les réponses, nous les donnerons dans la prochaine vidéo. Merci. Elikobuya kubula nwani na mielo, elikobuya kubula nwani na mielo, mike bumya bama tweka kushimutwe, moyenda tata mokaka, moyenda nguri na bala mokaka. Atuba votani betwe baba vutu jogela. Moshi